Pourquoi me faire confiance? Pourquoi me faire confiance? Est-ce que j'ai la compétence et l'expérience professionnelle nécessaires? Président. Ai-je la compétence et l'expérience professionnelle nécessaires pour défendre les intérêts des Français face aux autres chefs d'État du monde? Eh bien, j'en prends ici le serment, je vous en fais l'assurance, oui, j'ai cette compétence, j'ai cette expérience professionnelle. Parce qu'au moment de choisir le président de la République, mettez un peu de côté les programmes. Intéressez-vous à l'homme ou à la femme. Non, pas trop à la femme en question. Intéressez-vous au candidat. Demandez-vous quelle est son expérience professionnelle. Moi, j'ai passé 4 années de ma vie en cabinet ministériel, sous 2 présidents de la République différents, sous François Mitterrand, que j'ai accompagné en Corée et au Kazakhstan. Quand je dis accompagné, je ne portais pas ses valises. J'avais rédigé les parties économiques et commerciales de ces dossiers. Il s'agissait de vendre le TGV entre Séoul et Busan, ce qui d'ailleurs a été obtenu. J'ai accompagné François Mitterrand en Corée au Kazakhstan, j'ai accompagné Édouard Balladur en Arabie saoudite, auprès du gardien des 2 saintes mosquées à Riyad, qui nous avait reçus pour une réunion de travail modéré à vrai dire, à 11h30 du soir. J'ai accompagné Hervé de Charette, le ministre des Affaires étrangères, et M. Chirac, président de la République, dans de nombreux déplacements à l'étranger lorsque j'étais au cabinet du ministre des Affaires étrangères. J'ai accompagné Jacques Chirac au Japon. Nous avons été reçus par l'empereur et l'impératrice. J'ai accompagné Jacques Chirac en Chine, à Chongnanhai, où on a eu des réunions, une réunion de travail au plus haut niveau avec le président de la République populaire de Chine, à l'époque, Jiang Zemin. J'ai accompagné Jacques Chirac en Thaïlande, en Malaisie, à Singapour, au Brésil, en Uruguay, au Paraguay, en Argentine, en Bolivie, à chaque fois faisant partie de 5-6 personnes admis à rencontrer le chef. Alors je ne parlais pas, moi je prenais des notes, mais c'était une atmosphère raréfiée. Ça m'a permis de voir sur le terrain ce que sont les relations internationales au plus haut niveau. Ça m'a permis de bien comprendre comment ça marche, de comprendre aussi, et c'est pas que je n'ai pas fait que ça aussi dans ma vie, j'avais été auparavant au ministère des Finances à m'occuper de commerce extérieur, à comprendre ce qui est une vérité d'évidence, mais encore faut-il l'avoir bien à l'esprit et l'avoir expérimenté, que l'on ne négocie pas avec des Chinois comme avec des Brésiliens, avec des Algériens comme avec des Japonais, avec des Allemands comme avec des Indiens, ou avec des Russes comme avec des Américains. Voilà. J'ai représenté la France à une canonisation à Saint-Pierre de Rome qui m'a permis de serrer la main de Jean-Paul II. J'ai déjeuné avec Nelson Mandela. J'ai, dans quelques cas, supplé mon ministre qui était en retard de 30 minutes, 45 minutes. Je me rappelle une fois où j'avais vraiment eu des sueurs froides. J'étais jeune à l'époque. Où j'avais, je le suis toujours, c'est vrai, où j'étais avec un ministre qui était terriblement en retard parce qu'il y avait la présidente du Sri Lanka, Mme Bandaranaike Kumaratunga, qui était une femme tout à fait charmante, qui avait d'ailleurs été étudiante à la Sorbonne en 68, qui parlait d'ailleurs très bien français, qui était très, très, très fine, très amusante, mais elle était quand même chef de l'État. Elle avait eu la gentillesse, venant en France, le Sri Lanka est un pays, l'ancienne Ceylan, qui n'est pas très connu de la France, qui ne fait pas partie de notre sphère d'influence traditionnelle, mais comme je m'occupais auprès du ministre des Affaires étrangères de l'Asie, de l'Océanie, de toute l'Amérique latine et de toutes les questions économiques, ce qui fait quand même un beau portefeuille, eh bien, elle était de passage à Paris. Alors, elle avait été reçue par le président Chirac.
Elle avait été à l'Élysée, elle avait été reçue par M. Juppé, le Premier ministre, et puis elle avait eu la gentillesse de se déplacer pour aller voir le ministre des Affaires étrangères, ce qui, en termes diplomatiques, est un honneur, puisque normalement, on se déplace pour aller rencontrer un chef d'État à son ambassade quand il est à l'étranger. Elle était donc venue au Quai d'Orsay, et il se trouve que M. de Charette, auprès duquel j'étais, était très en retard. Il me téléphone, il me dit « Écoutez, tenez-lui la jambe. » Bah oui, tenez la jambe. Vous avez 35 ans et qu'on dit qu'il faut tenir la jambe d'un chef d'État en exercice. Voilà. Ça a duré 3/4 d'heure de tenir la jambe. Alors elle était très aimable, mais quand même, au bout de 3/4 d'heure, elle commençait à regarder sa montre, et l'ambassadeur de Sri Lanka en France, plus l'ambassadeur de France au Sri Lanka, parce que c'était assez rare, avait fait le déplacement. Les gens commençaient à s'impatienter, trouvant qu'on frisait l'incident diplomatique. Bon, pourquoi je vous raconte tout ça? C'est des petites anecdotes. Si je me lance là-dedans, j'en ai pour toute la nuit. Je vous raconte tout ça parce qu'il faut de l'expérience. Voilà. Parce que le président de la République française, c'est quelqu'un qui doit être opérationnel le lendemain de son élection. Il ne faut pas se retrouver comme en 2012, où les Français ont élu comment ça s'appelle déjà, Pays-Bas, là. Ah oui. Monsieur Hollande, ils ont élu Monsieur Hollande dont le seul talent, si l'on peut dire, avait été d'être un apparatchik du Parti socialiste, à faire des crocs de jambes pour se placer devant. Monsieur Hollande, rappelez-vous, quand il a été élu, quand il a pris ses fonctions, la première chose qu'il a faite, c'est d'aller sous l'Arc de Triomphe pour rallumer la flamme. Ça, c'est normal. Sauf qu'il tombait des cordes, il avait trouvé malin, vous vous rappelez, de ne pas prendre de parapluie. Donc déjà, ça avait mal commencé, vous vous rappelez, avec les lunettes, la buée, il manquait que les essuie-glaces, etc. Bon. Et il avait trouvé malin de se rendre le soir même à Berlin pour présenter ses hommages à la chancelière d'Allemagne. Où va-t-on? Madame Merkel est chancelière d'Allemagne, c'est un très beau poste, c'est exact, mais elle n'est pas chef de l'État. Un chef d'État de la République française n'avait pas à se précipiter le jour même de son élection pour aller voir le chef de gouvernement allemand. Et je dis ça en toute... parce que je sais comment fonctionnent les métiers de diplomate. Il y a un temps pour tout, comme dans l'Ecclésiaste. Et puis, il y a aussi un certain nombre de formes à respecter. Et vous vous rappelez comment ça s'est passé? Monsieur Hollande, qui n'avait sans doute jamais dû rencontrer un chef d'État de sa vie, est arrivé. Vous vous rappelez, il a marché sur le tapis rouge, il marchait un peu de travers. Miss Merkel lui a donné des bourrades dans les côtes. Ça commençait bien. Vous vous rappelez? Et puis, 2 jours après, voilà que notre nouveau président de la République partait pour les États-Unis d'Amérique, vous vous rappelez, à Camp David, là, pour le G8. Il les connaissait, il n'avait pas encore la maîtrise de ses dossiers, il est parti là-bas. Vous vous rappelez, c'est là où il y a eu la fameuse photo, Obama qui lui met la main comme ça, la papate, et lui, il est là, en levant la main, en disant « Est-ce que je peux aller faire pipi ?» Bon. C'est malheureusement la vérité. Eh bien donc, non. Alors, partez quand même bien de ça. Là, je plaisante un petit peu, mais c'est quand même la vérité. Il ne faut pas que les Français élisent une Brel. Parce qu'il y va de nos intérêts nationaux. Il y va de l'image de la France dans le monde. Il y va de l'image de la France dans le monde. Donc, mettez-vous bien ça dans la tête. Réfléchissez en conscience devant les différents candidats qui se présentent devant vous et demandez-vous honnêtement et sérieusement de tous ces candidats, quel est celui qui a la carrure, l'expérience, le courage, la lucidité, la constance, l'opiniâtreté, l'intelligence de défendre au mieux les intérêts des Français dans le reste du monde.
Pourquoi me faire confiance? Est-ce que je suis un homme de terrain qui écoute ce que disent et pensent les Français? Depuis 10 ans, 10 ans d'une vie d'homme, c'est beaucoup. 10 ans que je parcours la France pour aller rencontrer mes compatriotes. Parfois, dans les débuts, à Clermont-Ferrand ou à Menton, j'ai fait des conférences devant 5 personnes à Clermont-Ferrand, 2 personnes à Menton. Et moi, quand je me déplace, depuis 10 ans, il n'y avait pas de garde du corps. Je ne suis pas comme de ces responsables, ou plus exactement des irresponsables, qui n'ont pas de réponse aux questions que vous leur posez, de ces dirigeants politiques qui ne sortent de leur tour d'ivoire que lorsqu'il y a une élection, et encore sont-ils entourés de 2 ou 3 rangées de gardes du corps, ce qui n'empêche pas à certains de se ramasser des œufs en pleine poire. Ou à d'autres de se ramasser une baffe. Moi, j'écoute beaucoup ce que disent mes compatriotes. Je crois que je ne suis pas bégueule, je suis quelqu'un d'assez simple dans le fond, j'aime bien rigoler. J'ai un petit faible pour la bonne chair, c'est vrai. J'ai quelques kilos de trop, je le reconnais. Mais au fond, je crois que tous les gens qui me connaissent savent qu'au fond, je suis un gars bien. C'est pas vrai? Est-ce que je suis un bon gestionnaire, économe des dépenses superflues? La réponse est oui. Je rappelle que l'Union populaire républicaine est en train de réussir ce tour de force, de se présenter à l'élection présidentielle, enfin de me soutenir plus exactement, puisque je disais en préambule, ce n'est pas le parti qui se présente, mais de me soutenir pour l'élection présidentielle et de préparer des élections législatives dans 577 circonscriptions, alors même que nous n'avons aucun emprunt bancaire, et j'y tiens. Bravo. Nous ne faisons pas comme monsieur. Nous ne faisons pas comme monsieur Mélenchon qui va souscrire 8 millions d'euros d'emprunts auprès de banques. Nous ne faisons pas comme madame Le Pen qui va chercher un chèque aux Émirats. Un chèque aux Émirats, vous avez compris ? Ou je ne sais quel financement russe, quand il ne s'agit pas de se faire financer par son papa, qui par ailleurs elle a foutu à la porte. Nous n'allons pas non plus dévaliser des milliardaires âgés. Nous ne fricotons pas avec je ne sais quel émir du Golfe arabo-persique. Nous n'allons pas non plus détruire un pays à coups de bombe pour nous débarrasser de quelqu'un qui nous a passé quelques millions d'euros. Nous n'allons pas non plus à Londres ou à New York pour aller tendre la sébille à des milliardaires de la City ou de Wall Street pour qu'ils vous permettent de financer la parution d'un ouvrage qui s'appelle Révolution. Nous ne dépendons que de nous-mêmes. Je ne dépends que de vous. Il y a un proverbe en France qui dit « Qui paye commande ». Et comme moi, le seul donneur d'ordre que je reconnais,
c'est le peuple français. Je ne veux dépendre financièrement que du peuple français. D'ailleurs, si je suis élu président de la République et si nous avons une majorité à l'Assemblée, nous rajouterons ça au programme législatif, je l'avais dit, mais il n'a pas été encore mis. Nous proposerons une loi pour interdire, dans le financement des partis politiques, les prêts bancaires à égalité avec l'interdiction qui est faite à toute société de faire des dons. Et au passage, d'ailleurs, au passage, ça coûtera moins cher, puisque nous, tout simplement, pour l'élection présidentielle, nous avons budgété 800 000 €, ce qui est une misère par rapport au plafond de 23 millions d'euros que certains vont dépenser, parce qu'ils pensent que plus ils vont dépenser, et plus les Français vont voter pour eux. Voilà. Et comme M. Sarkozy n'était pas tout à fait certain que les Français voteraient pour lui en 2012, au lieu de dépenser 23 millions d'euros, je crois, d'après les rumeurs, il en aurait dépensé 46 millions, c'est-à-dire le double. Nous allons avoir un budget d'1 800 000 €, 800 000 € pour la présidentielle et 1 million d'euros pour les législatives. Et comment faisons-nous ? Nous faisons à l'économie. Bon, d'abord, il n'y a pas de rétrocommission. Voilà. À moins que monsieur le directeur de campagne vous en soyez mis dans la poche. Je voudrais saluer, je vais le saluer tout à l'heure, les membres de notre campagne, en particulier Adrien Riondet, qui est quand même le directeur de campagne, qui est un ingénieur, qui a 28 ans, 29 peut-être. Qui est passé par les mines de Paris, par l'université de Tsinghua à Beijing, à Pékin, qui travaillait dans une entreprise où il s'occupait de choses qui ne l'intéressaient pas du tout, mais où il gagnait beaucoup d'argent, et où il a accepté de laisser tomber cette entreprise et d'être l'un des 6 salariés de l'UPR, où, en dépit de ses diplômes, il a accepté de diviser son salaire par 3 pour être payé au SMIC. Voilà. Nous n'avons aucun endettement, alors que je rappelle que, par exemple, les Républicains, d'après ce que j'ai vu il y a quelque temps de ça, ont un endettement de 55 millions d'euros. Et que leur situation bilancielle nette est négative de moins 35 millions d'euros. Donc si M. Fillon vient me donner des conseils de bonne gestion au moment de la campagne, s'il vient me dire qu'il faut être économe des deniers publics, je crois que les circonstances font qu'il évitera peut-être ce genre de sujet. Mais quand même, nous lui répondrons. Et moi, je lui répondrai, mais Monsieur Fillon, vous avez été pendant 5 ans Premier ministre de M. Sarkozy. Vous avez copartagé la responsabilité d'avoir augmenté l'endettement public français de 500 à 600 milliards d'euros en 5 ans. C'est énorme. 500 à 600 milliards d'euros en 5 ans. On n'a jamais vu ça depuis Vercingétorix. Il a, en plus de ça, coparticipé à la vente de 20% du stock d'or des Français au plus bas. Et il n'est même pas capable d'avoir avec son mouvement politique, les Républicains, un parti qui ne soit pas dans la main des banques, puisque sa situation bilancielle est négative de 35 millions d'euros. Je dirais donc à M. Fillon, surtout, taisez-vous. C'est pareil pour les autres partis, parce que les partis socialistes, l'UDI, les Verts et Tsuti Quanti sont à peu près tous ou quasiment au bord de la cessation de paiement. Voilà. Nous, comme je l'ai dit, nous avons 0 € de dette. Enfin, est-ce que j'ai les qualités d'un entrepreneur ? Parce qu'en définitive, je sais que certains peuvent me reprocher d'être un énarque.
C'est vrai, nul n'est parfait. Je le reconnais. Ça me rappelle un de nos démarcheurs qui avait vu un maire qui a dit « Ah non, je ne veux pas le parrainer, c'était de moi qu'il s'agissait, encore un énarque. » Et notre démarcheur qui a l'esprit vif, la répartie féconde, lui a dit « Oui, mais monsieur le maire, entre nous, vous ne seriez pas content d'avoir un fils qui ait fait l'ENA ?» Parce que figurez-vous que chez les énarques, c'est comme dans toute société humaine, il y a de tout. Il y a des gens pas terribles. 4000, on en connaît, le grand public en connaît 100, 150. Ceux qui font de la politique sont très, 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 très minoritaires. Les énarques, qui sont chefs de bureau, sous-directeurs, directeurs d'administration centrale, sous-préfets, préfets, conseillers, attachés d'ambassade, conseillers, ministres plénipotentiaires, ambassadeurs, conseillers des tribunaux administratifs, membres de la Cour des comptes, auditeurs, conseillers référendaires, conseillers maîtres, inspecteurs des finances, inspecteur général des finances. Il y a de tout chez les énarques, y compris des gens très bien. Je signale d'ailleurs au passage que je suis le collègue dans le même corps de l'inspection des finances que M. Macron, sauf que j'ai 20 ans d'expérience de plus et que... Enfin bref. Alors, en attendant, je voudrais dire que j'ai quand même les qualités d'un entrepreneur parce que je n'ai pas choisi la voie la plus facile. Ma voie toute tracée, c'était d'être dans une banque et de gagner des sommes phénoménales, d'ailleurs scandaleuses. D'ailleurs tout à fait scandaleuses. Non, moi j'ai choisi tout simplement parce que je pense que dans la vie, il faut faire ce que l'on a envie de faire, ce pourquoi on se sent appelé à faire quelque chose. Lorsqu'il y a des moments où vous dites, finalement, ils sont tous nuls à ce point-là, il faut quand même se redresser les manches. C'est d'ailleurs ce que vous faites tous en venant à l'UPR. Hein. C'est que vous vous êtes tous dit à un moment, c'est pas possible. Alors là, se retrousser les manches quand même. On ne peut pas laisser les choses comme ça, mais c'est ça en fait, l'UPR. Et donc, j'ai créé un parti politique qui est le parti politique en plus forte croissance de France et celui qui publie de façon transparente le nombre de ses adhérents. Ça, c'est le nombre des adhérents depuis la création, le 25 mars 2007, dont nous allons bientôt fêter le 10e anniversaire. Voilà, nous avons terminé l'année 2010 à 14 531 adhérents, alors que nous avions une croissance exponentielle qui ne fait que s'accroître. Et je vous avoue que c'est non sans plaisir que je vous montre la mise à jour, du moins au moment juste avant de commencer cette conférence, 18 050. Combien maintenant ? Nous sommes actuellement au rythme de 250 à 400, enfin 350, 250 à 300 adhérents de plus par jour depuis les parrainages. Et on me dit que c'était à 19h quand nous avons commencé 18 050, et on m'apprend à l'instant même que nous sommes à 18 134 adhérents. 84 adhérents pendant la cour de cette réunion. Pourquoi me faire confiance ? Il faut maintenant terminer, parce que les Français ont pu vérifier depuis bientôt 10 ans que je dis toujours ce que je fais et que je fais toujours ce que j'ai dit. Pourquoi me faire confiance ? Parce que j'aurais pu gagner des fortunes plutôt que de faire de la politique, et que si je fais de la politique, c'est pour d'autres raisons, c'est pour des raisons beaucoup plus nobles que de simplement gagner de l'argent. Pourquoi me faire confiance ? Parce que j'ai un casier judiciaire vierge et que je le présente à qui le veut.
Pourquoi me faire confiance? Parce que je n'appartiens pas à la French American Foundation. Pourquoi me faire confiance? Parce que je n'ai jamais été invité au groupe de Bilderberg. Pourquoi me faire confiance? Parce que si j'ai consacré tant et tant et tant d'efforts depuis bientôt 10 ans, c'est par amour pour mon pauvre pays, c'est par respect pour toutes les générations qui l'ont bâti, c'est par respect pour des gens que j'ai aimés étant petit, des grands-parents, des grands-oncles et des grands-tantes, dont je garde le souvenir. C'est également par souci pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Pourquoi me faire confiance? C'est par la conviction que collectivement, nous n'avons pas le droit de laisser détruire la France. Et je vous le dis du fond du cœur, nous allons gagner parce que nous avons raison. Vive la République et vive la France!